Bonjour à tous et à toutes. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de parler devant des personnes qui, je pense majoritairement ici, sont en charge de la formation des enseignants et donc peut-être d'essayer de voir avec vous, essayer de déconstruire des idées qui peut-être sont des idées qui ne sont pas pertinentes pour la formation des enseignants ou du moins ensuite pour la formation des élèves. Il y a une idée que je voudrais interroger aujourd'hui avec vous, c'est la question du jeu, puisqu'on dit souvent que le jeu finalement est une méthode d'apprentissage qui va être pertinente pour cette nouvelle génération qui passe effectivement, ça c'est exact, beaucoup de temps sur les jeux numériques en ligne sur leur téléphone. Et donc on va interroger cette idée d'apprendre en jouant. Je m'appelle Eric Sanchez et donc la thématique de recherche que je travaille, c'est justement le jeu et l'apprentissage. Donc c'est ce que je voudrais aborder aujourd'hui. Alors, je vais le faire à partir en fait d'éléments qui viennent de la littérature, et puis aussi je vais présenter un projet qui est en cours en partenariat entre la HEP Valais et l'Université de Fribourg. Comme ça on aura des choses un peu concrètes à se mettre sous la dent. Alors d'abord cette idée de... Est-ce qu'on peut enlever le son s'il vous plaît, parce que j'ai pas besoin du son. C'est une vidéo que probablement beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Ça se passe à Stockholm. On se trouve dans une situation dans laquelle finalement les habitants de Stockholm, comme tous les Européens, ont tendance à prendre un peu de poids parce qu'ils mangent trop, ils font pas assez d'exercice. Et la municipalité aimerait bien finalement apporter du bien-être à sa population. Par exemple, en l'amenant à non pas à prendre les escalators mécaniques, mais plutôt les escaliers qui sont des escaliers qui vont leur permettre de dépenser un peu des calories. Mais évidemment, quand on se trouve en Suède, on va pas mettre une barrière. On n'est pas en Arabie Saoudite, on va mettre une barrière en disant l'escalator est interdit, et on va plutôt essayer d'inciter les gens à prendre l'escalier non mécanique, l'escalier qui va leur demander de faire des efforts. Est-ce que ça marche? Ça marche pas. Bon, ça fait rien si elles sont, c'est pas grave. Non mais laissez filer, c'est pas grave. Je vais parler plus fort que la vidéo. Voilà, c'est comme ça, c'est très bien. Donc, ce qu'on fait, on fait un collectif en fait qui s'appelle thefuntheory.com. Ce collectif en fait a transformé cet escalier en piano, et les résultats, les résultats sont ceux qui étaient attendus, c'est-à-dire qu'en fait les gens finalement quand ils se trouvent en face de ce piano se disent c'est beaucoup plus rigolo d'aller sur ce piano que d'aller prendre l'escalator. Et finalement on a réussi finalement à gérer un petit peu le comportement des individus. On appelle ça l'économie du comportement, comme il y a une économie de l'attention, on gère l'attention des individus sur le web. Alors, du coup, finalement, vous voyez qu'ici, ce qu'on a fait, en fait, c'est ce qu'on appelle de la gamification. On a réalisé un jeu, finalement, et puis, avec ce jeu, on a réussi à faire des choses à des gens que les gens n'auraient pas fait spontanément. C'est un peu ce qu'on veut faire, nous, parfois, comme éducateurs. On a des élèves, on a des étudiants, on aimerait bien leur faire des choses, et puis, ils sont portés à faire d'autres choses. Et donc, on se dit, finalement, le jeu peut être un moyen, et ça serait intéressant, donc, du coup, de faire de ce qu'on appelle de l'edutainment, c'est-à-dire mettre du jeu dans l'éducation. C'est cette idée-là. Alors le problème, c'est que cet edutainment, ça risque d'aboutir à ça. Ça risque d'aboutir à une situation dans laquelle, finalement, les savoirs ne seraient pas très goûteux, ne seraient pas très appétissants, ça serait une espèce de brocoli. Je déteste les brocolis, je précise. Par contre, si on mettait peut-être que vous aimez, peut-être si on mettait du chocolat sur ces brocolis, du coup, on arriverait à faire manger des brocolis à des gens qui n'aiment pas les brocolis. Je vais pas faire l'expérience parce que ça m'intéresse pas, je sais que ça ne marchera pas, vous imaginez bien ce qui va se passer. Si on mange des brocolis au chocolat, on va se trouver au début avec un goût de chocolat, mais très vite on va se rendre compte que ce chocolat, en fait, derrière il y a du brocoli, et que le brocoli c'est vraiment pas bon, et donc on va laisser tomber. Donc le jeu, peut-être, ça va être compliqué de le mettre sur un dispositif d'apprentissage. Alors, moi, j'ai tendance à regarder les choses d'une manière un petit peu en collaboration avec les enseignants. C'est-à-dire que j'ai fondé en 2016 un laboratoire à l'Université de Fribourg dans lequel on se pose ces questions d'intégration du numérique, en particulier d'intégration du jeu. Et je fais un petit détour un petit peu méthodologique ici dans ma présentation. C'est-à-dire qu'en fait, on travaille avec des enseignants de manière, avec ces enseignants, à mettre dans les classes des jeux et essayer de comprendre les effets du jeu sur les élèves. Alors comment ça se passe? On part de travaux de recherche, on part de modèles théoriques. Ces modèles théoriques nous amènent à concevoir des jeux. Et ces jeux, on embarque un certain nombre d'hypothèses sur les apprentissages, on les teste en classe et on regarde quels sont les effets. Donc la conception
l'expérimentation de ces jeux en classe va finalement nourrir la recherche. Il y a un cycle itératif qui fait qu'en général, d'ailleurs, on passe par plusieurs cycles itératifs avant d'avoir un jeu qui peut avoir les effets escomptés ou qui, parfois, n'a pas du tout les effets escomptés parce que les modèles théoriques sont mauvais et donc il faut les réviser. On appelle ça de la recherche orientée par la conception, des recherches collaboratives dans lesquelles on travaille avec des enseignants. Alors, le terme gamification, le terme edutainment sont des termes qui ont été inventés par des gens qui ne sont pas des chercheurs, et donc il faut se méfier de ces termes parce que finalement, ils nous cachent des choses qui sont des choses importantes. Par exemple, quand on dit gamification, ça veut dire qu'on va, on va réaliser un jeu au sens d'artefact. Or, le problème n'est pas du tout là. Le problème, c'est pas de réaliser un jeu, c'est pas de réaliser une technologie ou un artefact qu'on va mettre dans les mains des élèves. Enfin, on aura ce problème-là, mais le premier problème, c'est surtout de transformer le sens de la situation. Ce qu'on voudrait, c'est que les élèves dans la classe considèrent que la situation d'apprentissage dans laquelle ils sont impliqués est une situation d'apprentissage ludique, amusante, fun, dans laquelle ils vont trouver du plaisir et dans laquelle finalement ils vont apprendre quelque chose. Donc j'utilise plutôt le terme de ludicisation parce que finalement le terme, d'abord les racines sont bien, c'est pas un mélange de racines latines et anglaises, et ils veulent bien dire ce qu'ils veulent dire. On va transformer la situation en jeu. Et ce qui est important finalement, c'est de changer le sens de la situation. Alors, pour vous donner un exemple, je vais vous présenter un projet qu'on est en train de conduire, donc en partenariat avec la HEP Valais. Alors, c'est un projet qui a déjà une longue histoire, mais qui vient d'être financé par le Fonds national de la recherche en Suisse, le FNS. Le projet s'appelle Play, et ce projet, il a démarré hier, puisqu'on avait ici, enfin, c'était à Sion, on a eu notre première réunion de lancement du projet. Je vais reprendre un petit peu l'historique de ce projet. Au tout début, j'étais encore en France à l'époque et je travaillais à l'École normale supérieure de Lyon et j'avais un de mes anciens étudiants qui était devenu directeur du musée de la nature à Sion et qui m'a dit « Eric, j'ai un problème. J'aimerais bien que mes visiteurs, en particulier des élèves de 12-15 ans, comprennent ce qu'est l'Anthropocène. Mais évidemment, mes élèves, quand ils arrivent dans le musée, ils sont majoritairement assez peu intéressés déjà à la muséographie, qui sont des animaux. Et en plus, l'Anthropocène, c'est un concept extrêmement complexe, et donc je ne sais pas comment faire passer ce message auprès de ce public de scolaires. Alors je fais un petit détour, probablement vous connaissez l'Anthropocène, mais je le répète pour ceux qui seraient pas très au clair par rapport à ça. L'Anthropocène, c'est une période géologique, c'est la période dans laquelle nous sommes actuellement. C'est une période qui arrive après la révolution industrielle, c'est-à-dire qu'avant la révolution industrielle, on faisait partie de la nature, on était complètement intégré à la nature, et on savait bien que chaque action sur cette nature allait avoir un impact, mais depuis la révolution industrielle, on est plutôt en extériorité par rapport à cette nature, et on est devenu plutôt prédateur, et on a finalement perdu le sens de nos impacts sur l'environnement. C'est des travaux qui ont été, par exemple, développés par Latour en sociologie. Je vous renvoie à ces lectures. C'est le concept, si vous voulez, qui va un petit peu remplacer le concept de développement durable. Voilà. Et donc, quand on regarde le PER en Suisse, eh bien, en Suisse romande, on s'aperçoit que l'Anthropocène, finalement, le terme n'est pas du tout mentionné, mais j'ai regardé, franchement, ce qui se faisait en histoire, ce qui se faisait en géographie, ce qui se faisait dans d'autres matières, dans d'autres branches. Eh bien, l'Anthropocène est là. Et donc, c'est intéressant de faire apprendre ce qu'est l'Anthropocène des élèves à ce qu'ils se positionnent par rapport à ça. Alors au tout début, donc, je disais, c'était mes étudiants qui sont venus en Suisse pour un projet, et donc le projet, c'était celui-ci, c'était de créer un jeu, et de créer un jeu qui permettrait au sein du musée à des élèves de comprendre ce que c'est l'Anthropocène. Donc quelque chose de très très ambitieux. Ils ont passé une semaine, ils ont travaillé de 7h du matin à 23h, et au bout du compte, ils ont présenté un projet qui a donné le projet Play que je vais vous présenter également. Alors qu'est-ce qu'ils ont réalisé? Alors ils ont réalisé un jeu. Je vais vous présenter rapidement. Quand on va faire une visite scolaire au musée de la nature, on est accueilli par un arbre qui s'appelle l'arbre de vie. Et cet arbre de vie dit aux élèves, voilà,
bienvenue au musée. Ce que je voudrais, c'est que vous preniez ces tablettes et que vous alliez chasser, domestiquer les animaux qui se trouvent à l'intérieur du musée. Donc les élèves ont des tablettes, partent à l'intérieur du musée, et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, chaque fois qu'ils ont un animal en face d'eux, ils essayent de le reconnaître. Ils ont la tablette il va y avoir de la réalité augmentée qui va permettre d'identifier l'animal. Et si l'animal n'a pas été domestiqué ou capturé, eh bien, ils pourront prendre une photo et le domestiquer ou le capturer. Les résultats de cette première phase de jeu, c'est que les points baissent. Chaque fois qu'ils vont faire une photo, ils vont perdre des points. Et ceux qui ne font pas de photo perdent aussi des points parce que la perte de points est collective. Et les élèves sont très étonnés parce qu'ils s'aperçoivent que même s'ils ne font rien, eh bien, il se passe quelque chose à l'intérieur du musée. Les points baissent, 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 baissent. Et là, le premier jeu s'arrête et l'arbre de vie leur dit « on a tous perdu. On a tous perdu de manière collective. On a fait quelque chose qui n'allait pas. » Et les élèves réfléchissent et rentrent cette fois-ci dans une deuxième phase de jeu où ils passent d'un état de prédateur à l'intérieur du musée à chercheur à l'intérieur du musée. C'est-à-dire qu'ils partent avec leur tablette, mais cette fois-ci, ce n'est pas pour capturer, ce n'est pas pour domestiquer, c'est pour comprendre. Comprendre le loup, comprendre son introduction dans le Valais, comprendre sa disparition, comprendre les relations entre les différents animaux qui sont présentés dans la muséographie. Et chaque fois qu'ils trouvent une connaissance nouvelle, les points remontent. Et chaque fois que leurs copains trouvent des connaissances, les connaissances remontent à l'intérieur pour l'ensemble. Donc ils sont en train de gagner collectivement. On a donc un jeu qui va permettre ici de régénérer les ressources de l'arbre de vie. Et vous voyez que ce jeu est basé sur une métaphore. On a transformé cet anthropocène en métaphore de manière à ce que les élèves puissent vivre une expérience d'anthropocène, de changement de relation à la nature. Est-ce qu'ils ont appris ce qu'était l'anthropocène après le jeu? Bien sûr que non. Vous vous rendez bien compte que le terme n'a jamais été évoqué à l'intérieur du jeu. On n'a jamais conceptualisé ce qui s'est passé. Ils ont simplement vécu une expérience qui les a amenés à s'interroger sur leur comportement par rapport à la nature. Alors, ce qu'il faut après un jeu, parce pour apprendre du jeu, c'est un débriefing. Et un débriefing, donc, à un moment où là, on voit le directeur du musée qui parle aux élèves et qui leur explique qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé au cours du jeu. Donc, c'est plus une réflexion dans l'action, mais une réflexion sur l'action, sur ce qui s'est passé. Et puis, il rend visible les savoirs. Il leur dit oui, ça s'appelle une relation de type symbiotique. Ça s'appelle une relation de type prédation. Le terme d'anthropocène n'est pas évoqué parce que ce sont des élèves qui sont un petit peu jeunes, mais en tout cas, on aborde les différents concepts qui sont liés à ce concept d'anthropocène. Alors, le projet Play continue, donc je vous le disais, on l'a lancé hier, et on a commencé à faire des travaux, avant même d'avoir les fonds du FNS, des travaux qui permettent un petit peu d'avancer sur le projet. Alors on a deux objectifs, en fait. Un objectif très pragmatique, c'est de changer le monde, c'est-à-dire de changer l'expérience du visiteur à l'intérieur du musée, et puis un travail théorique qui est sur les effets du jeu et la manière dont on peut changer les situations d'apprentissage. Alors en fait, l'objectif qu'on a est assez ambitieux. On essaie de travailler sur le rapport au savoir des élèves. On n'est pas là sur est-ce que le jeu permettrait aux élèves de mieux mémoriser des savoirs factuels, mais on est plutôt en train d'interroger le rapport au savoir des élèves. C'est-à-dire qu'on utilise le modèle d'Offer et Pintrich. Alors pour Offer et Pintrich, qui parle de développement épistémique, il y a deux dimensions à prendre en compte dans ce développement chez un élève. D'abord, son rapport à la connaissance et son rapport également à la manière dont les connaissances sont produites. La première dimension, c'est la certitude. Quelqu'un qui a un faible développement épistémique, c'est quelqu'un qui pense qu'à partir du moment où un savoir est écrit quelque part, c'est juste. Par exemple, Trump, il pense que c'est juste. Quelqu'un qui est très élevé va considérer qu'en réalité, les savoirs sont changeants. On sait bien que les modèles changent. On est passé à un moment d'une physique newtonienne à une physique de la relativité. La simplicité, c'est de penser que les savoirs sont isolés, mais si on se développe d'un point de vue épistémique, on saura que les savoirs sont liés. Dans l'Anthropocène, par exemple, savoir que les impacts sociaux vont avoir aussi des impacts environnementaux et inversement. Et puis, il y a également des questions qui ont été évoquées tout à l'heure, c'est les questions de source. Quelle est la bonne source? Comment on peut justifier ce savoir?
Donc nous, on essaye de travailler là-dessus et on pense que le jeu va avoir des effets sur le rapport au savoir des élèves. Alors on en est au tout début, donc on n'en est pas encore jusque-là, mais on a déjà commencé à regarder qu'est-ce qui se passe dans le jeu et quels sont les effets du jeu déjà sur la manière dont les choses se passent à l'intérieur du musée, quelles interactions par exemple se mettent en place et puis comment intégrer le jeu. Alors, on a pu faire des analyses qui ont montré que... bon, on a fait des analyses avec des élèves donc, des classes du Valais en décembre 2017. On a fait des analyses pour essayer de voir un petit peu quels étaient les comportements des élèves à l'intérieur du musée. Et on a fait un travail aussi avec les médiatrices, enseignants et puis les experts du domaine, de manière à finalement imaginer un scénario. Ici, ce que vous voyez, en fait, c'est le scénario complet du jeu. Donc, c'est pas juste un jeu, mais c'est en fait un début où l'enseignant fait un briefing auprès des élèves avec l'arbre de vie, puis à la fin, ça se finit avec le débriefing. Et puis, il y a plusieurs phases de jeu. Bon, ça, c'était le premier schéma qu'on avait fait. Ça nous a donné, en fait, des informations sur les rôles de chacun à l'intérieur du musée. Et puis, on a analysé également la distribution spatiale des élèves dans le jeu pour voir s'il y avait des effets du jeu. Alors, ce qu'on voit... Alors, je résume rapidement ce tableau, c'est qu'en fait, avant, les élèves, ils étaient avec la médiatrice à l'intérieur du musée, et cette médiatrice faisait, d'une certaine manière, une espèce de cours magistral à l'intérieur du musée, parce qu'elle promenait ses élèves devant la muséographie, et puis elle leur disait, ça c'est le loup, ça c'est etc., elle expliquait les choses. Et ce qui se passe maintenant, c'est qu'elle est plus en situation de ressources scientifiques auprès des élèves qui, avec le jeu, vont essayer de résoudre des énigmes, et vont revenir vers la médiatrice lorsqu'ils n'arrivent pas à les résoudre. Donc, on a amélioré, d'une certaine manière, on a valorisé ici le rôle de la médiatrice à l'intérieur du musée, même si pour l'instant, pour des raisons techniques, elle a souvent aussi à répondre à des questions techniques pour les élèves, mais on en est à la première itération, le jeu continue à être développé. Alors pour terminer, moi je voudrais essayer de déconstruire donc peut-être 3 idées par rapport au jeu et à l'apprentissage, qui à mon avis il faut s'en méfier. La première idée, c'est de penser que le jeu c'est une façon de tromper l'élève, une ruse pédagogique. On va lui faire croire que c'est du jeu, le chocolat sur les brocolis, et puis on va amener les élèves finalement à faire des choses qu'ils ne feraient pas. En fait, ça c'est une infox, c'est une fake news, ça marche pas. Ça a été inventé par Erasme, hein, donc ça vient du XVIe siècle, cette idée, qui avait dans le traité d'éducation pour le duc du roi de Bourgogne, il expliquait, ils sont tous nuls, ils veulent plus travailler, c'est la génération, alors ça devait être la génération peut-être à l'époque, je sais pas, B, mais ils veulent pas, mais ils veulent pas travailler, donc il leur faut du jeu et on va les tromper avec du jeu. C'est vraiment ce qu'on lit dans le traité d'éducation d'Erasme. Non, vous voyez que le jeu, il a des propriétés éducatives intrinsèques. Avec cette métaphore, on peut les amener à vivre une expérience. La deuxième idée, c'est que finalement, c'est simple le jeu. On va mettre des points, on va mettre des badges, etc. Et puis ça va marcher. Non, le travail qui a été fait, c'est une semaine de travail par les étudiants, 24 heures sur 24 quasiment. Ça ne marche pas les jeux si on n'a pas vraiment un travail de game design qui est au départ. Donc c'est extrêmement compliqué à mettre en place et les éducateurs sont bien démunis par rapport à ça parce qu'on n'est pas game designer. Encore que quand on est didacticien, moi je pense qu'on a des idées un peu de game designer parce qu'on sait comment mettre en place des feedbacks, on sait comment mettre en permanence des évaluations. Le troisième point, c'est ça, on apprend en jouant. On pense qu'on apprend en jouant. Alors c'est sûr que les élèves qui, après le jeu, ils ont vécu une expérience. Mais est-ce qu'ils ont appris? Ils n'ont rien conceptualisé, ils ont peut-être mémorisé des choses, mais mémoriser, c'est pas apprendre, c'est juste collecter des informations. Ça, c'est faux. Pour apprendre, il faut qu'il y ait à un moment un éducateur qui reprenne la main et qui aide les élèves à conceptualiser, qui mettent par exemple des termes scientifiques sur des expériences qui ont été vécues, des modèles sur ce qui a été vécu, de manière à ce que l'élève puisse interpréter le jeu qu'il a vécu. Voilà, je vous remercie pour votre patience et puis on va donc peut-être passer à quelques questions en espérant que ça a suscité quelques questions.